Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a vraiment tout changé. Pour le meilleur et, on va le voir, surtout pour le pire. Exactement. Il s'agit de Hereditary Genius de Francis Galton, publié en 1869. Notre objectif, c'est de comprendre comment un homme a tenté de prouver scientifiquement que le génie est une affaire de famille. Que ça se transmet comme la couleur des yeux. C'est vraiment ça, son postulat de départ. C'est une plongée dans une pensée du 19e siècle, à la fois fascinante par sa rigueur et terriblement dérangeante. Oui, et pour bien saisir Galton, il faut commencer par ce qu'il rejette. Il l'écrit noir sur blanc, il dit « Je n'ai aucune patience avec l'hypothèse que les bébés naissent à peu près pareil ». Ça c'est clair. Pour lui, c'est un mythe. C'est une fable, oui. Il part du principe inverse. On est profondément inégaux en potentiel. C'est une claque d'entrée de jeu. Il balaye l'idée de la page blanche à la naissance. Mais comment est-ce qu'il justifie une affirmation aussi forte? Alors, il a une analogie très très concrète, celle du sport. Il dit prenez un athlète, même avec le meilleur entraînement du monde, il va atteindre une limite, un plafond. Une limite physique infranchissable? Exactement. Il sera au centimètre près à hauteur maximale qu'il peut sauter. L'effort peut optimiser le potentiel, bien sûr, mais il ne peut pas le créer. Pour Galton, l'intelligence, c'est pareil. On a tous notre propre plafond de verre, fixé par la nature. D'accord, le cadre est posé. L'inné est roi. Mais ça reste une affirmation. Le grand défi, c'est de le prouver. Et là, ça pose une question immense. Comment on mesure le génie? C'est pas comme mesurer la taille ou le poids, c'est sûr. Non, c'est clair. Et c'est là qu'on voit toute l'ingéniosité de Galton. Il sait qu'il ne peut pas ouvrir un crâne pour y mesurer l'intelligence. Alors il trouve un indicateur externe, un proxy. La réputation, voilà, ce qu'il appelle l'éminence. Son raisonnement est assez simple. Si un homme est vraiment un génie, la société finira bien par le reconnaître. Il va donc faire un travail de fourmi. Il épluche les dictionnaires biographiques, les nécrologies du Times. Juste pour compter. Juste pour compter, pour voir combien d'hommes atteignent ce niveau de reconnaissance. Mais attends, là il y a un truc qui me saute aux yeux. Son critère, c'est la réputation. Dans l'Angleterre victorienne. Oui. On parle d'une société où seuls les hommes blancs d'une certaine classe avaient accès à l'éducation, aux postes de pouvoir. Enfin, le biais de sélection est gigantesque. C'est la critique la plus évidente et elle est juste. Mais il faut se mettre dans sa logique à lui. Pour Galton, ce n'est pas un problème, c'est une donnée. Il va s'en servir. Pour l'instant, il compte. Et il arrive à un chiffre? Il arrive à un chiffre. Il estime qu'environ 250 hommes sur 1 million atteignent ce statut d'éminence. Et pour les plus grands, les illustres, c'est à peine 1 sur 1 million. Il vient de créer une échelle statistique du talent. Ok, donc il part de cette réputation, ce qui est déjà très discutable, mais il ne s'arrête pas là. Il va chercher un outil mathématique pour donner un vernis scientifique à tout ça. Absolument. Et c'est là que son idée devient, comme tu disais, à la fois géniale et terrifiante. Il va importer une loi statistique découverte par le Belge Adolphe Quetelet, La fameuse courbe en cloche. la courbe de Gauss. Oui. Quetelet avait montré que si on mesure une caractéristique physique, disons la taille des soldats français, les mesures se répartissent de façon symétrique autour de la moyenne. La plupart des gens sont dans la moyenne, plus on s'en éloigne, plus c'est rare. Et l'intuition de Galton, c'est de se dire, si ça marche pour le corps, ça doit marcher pour l'esprit. Exactement. Il se dit, l'intelligence doit suivre la même distribution. Pour le vérifier, il met la main sur les résultats du concours de maths de Cambridge, le plus dur d'Angleterre. Et ça donne quoi? Les données sont spectaculaires. Le premier, le Senior Wrangler, obtient plus de 7500 points. Le dernier des reçus, lui, en a moins de 300. L'éventail est immense et la répartition épouse parfaitement sa courbe en cloche. Ce qui lui permet de tirer une conclusion qui a l'air implacable. Oui, il peut affirmer que les hommes éminemment doués sont juste l'autre extrémité de la courbe. Ils sont une anomalie statistique, aussi rare et prévisible que les idiots à l'autre bout du spectre. Pour lui, c'est la preuve. Le génie n'est pas un don divin, c'est une caractéristique naturelle quantifiée. Il faut s'arrêter une seconde, c'est vrai, pour réaliser la portée du truc. Appliquer les lois des statistiques, des jeux de hasard, à l'esprit humain. C'est une rupture totale. Personne n'avait osé faire ça avant lui. C'est vertigineux. Mais ça nous ramène à mon objection, évidemment. L'environnement dans tout ça. La richesse, le réseau, avoir un père riche qui vous envoie dans les meilleures écoles, ça doit quand même aider un peu, non? C'est la grande question, évidemment. Et Galton le sait. Alors il prend le problème de front. Sa position est radicale.
Pour les vrais génies, l'environnement ne compte quasiment pas. Un vrai génie ne peut pas être arrêté. C'est ça son idée. C'est ça. C'est une affirmation énorme. Il se base sur quoi pour dire ça alors? Sur une argumentation en 3 temps. D'abord, il prend des exemples d'hommes éminents issus de milieux pauvres. Il dit « Regardez, ils ont surmonté tous les obstacles, la preuve que leur don était si puissant que rien ne pouvait l'arrêter. » L'exception qui confirme la règle, en somme. Pour lui, oui. Deuxième argument, c'est le miroir. Les avantages sociaux ne peuvent pas créer le talent là où il n'y en a pas. Il cite les fils de lords qui ont tout pour réussir, mais qui restent médiocres. On ne fait pas d'un âne un cheval de course. Voilà. Mais son troisième argument est le plus percutant, de loin. Il met en place une sorte d'expérimentation naturelle. Ah, laquelle? Il compare 2 groupes, les fils biologiques d'hommes éminents et les fils adoptifs des papes et des cardinaux. Ah oui, le népotisme de l'Église. Les neveux. Exactement. Ces neveux recevaient tout, le nom, la fortune, le pouvoir, tous les avantages sociaux imaginables. C'est un groupe de contrôle presque parfait pour tester l'influence de l'acquis. Précisément. Et le résultat de ces calculs est sans appel. Les fils biologiques ont une probabilité écrasante de devenir éminents à leur tour, bien plus que les neveux de pape. Sa conclusion, c'est donc que le lien du sang, Est infiniment plus puissant que le plus gros des coups de pouce sociaux. L'hérédité l'emporte. une fois qu'il a posé cette base, j'imagine qu'il va chercher à le prouver avec des études de cas. Il se plonge dans les arbres généalogiques, et pas au hasard qu'il se concentre dans certaines familles. Il commence par les juges anglais. Pourquoi les juges agissent? Pour une raison très pragmatique. Leur éminence est officielle, elle est documentée, et leurs généalogies sont faciles à trouver. Et ils trouvent des choses intéressantes. Ils trouvent une statistique frappante. Les juges les plus illustres, les Lord Chancellors, ont 80% de chances d'avoir un parent éminent, contre seulement 36% pour les juges de rang inférieur. Plus on est haut dans la hiérarchie du talent, plus le lien de parenté est fort. C'est ça. C'est exactement ça. Et il donne des exemples comme l'arbre généalogique de la famille North, qui est une vraie constellation de talents. Il zoome sur une fratrie. Francis, le juriste brillant. Dudley, le financier de génie. John, l'universitaire. Pour lui, c'est la preuve vivante que le talent se transmet, et qu'il peut même prendre des formes différentes au sein d'une même famille. C'est ça. Et après les juges, il va tester son modèle partout, pour montrer que c'est une loi universelle dans d'autres domaines. Oui. Et ce qui est puissant, c'est qu'il retrouve ce schéma à l'identique dans la guerre, la politique, les sciences. En politique, il cite les Pitt, père et fils, premiers ministres. En sciences, les Bernoulli ou sa propre famille, les Darwin-Galton. Et en musique, bien sûr, il y a l'exemple ultime. Ah, l'exemple qui frappe vraiment les esprits au-delà de toute statistique, c'est la famille Bach. La fameuse dynastie Bach. Et là, le cas est spectaculaire, parce qu'il renverse notre vision un peu romantique du génie. On imagine Jean-Sébastien Bach comme un miracle, un éclair unique. Oui, Mais pour Galton, ce n'est pas un miracle. C'est une quasi-certitude mathématique. Il montre que tout part d'un boulanger du XVIe siècle, Veit Bach, qui aimait la musique. Sur 8 générations, sa famille va produire plus de 50 musiciens de premier plan. c'est fou. Le génie de Jean-Sébastien n'est donc peut-être pas une loterie, mais l'aboutissement de 2 siècles de sélection familiale. Il est le point culminant d'un processus. C'est une perspective assez glaçante en fait. Ça enlève toute la magie. Mais alors, si on suit sa logique jusqu'au bout, si le génie est héréditaire, quelle est l'étape suivante? C'est là qu'on bascule. On y arrive. Pour Galton, la conclusion est logique, presque naturelle. Il écrit, et je cite, « De même qu'il est possible de créer des races de chiens ou de chevaux, il serait tout à fait réalisable de produire une race d'hommes hautement doués. » Le mot n'est pas encore là, mais les bases de l'eugénisme sont posées. Entièrement. Et il ne se contente pas de proposer un programme pour le futur. Il analyse aussi le passé en s'inquiétant des forces qui, selon lui, ont fait dégénérer l'espèce. Comme quoi, par exemple? Il vise principalement l'Église catholique avec 2 arguments. Le premier, c'est le célibat des prêtres. En encourageant les esprits les plus brillants et les plus studieux à entrer dans les ordres, et donc à ne pas se reproduire, L'Église aurait stérilisé ses meilleurs éléments pendant des siècles. Elle aurait asséché le réservoir de gènes intellectuels. c'est sa thèse, oui. Le deuxième argument, ce sont les persécutions religieuses, l'Inquisition. En pourchassant et en brûlant les libres penseurs, les esprits critiques. Elle aurait physiquement éliminé du pool génétique les individus les plus courageux. Voilà. Pour lui, l'Europe du Moyen-Âge a mené une politique qui a activement appauvri son propre capital humain. Sa logique est cohérente avec ses prémices,
mais elle mène à des endroits de plus en plus inquiétants. Et il y a ce dernier chapitre, où il applique sa méthode non plus aux familles, mais au peuple. C'est le chapitre « La valeur comparative des races ». Et là, il faut vraiment le dire avec beaucoup de prudence et de contexte. Pour lui, c'est l'application logique de sa méthode. Il tente de classer les peuples sur son échelle de talent. Et sans surprise, il met les Anglais tout en haut. Très haut, oui, mais au sommet absolu, il met les Athéniens de l'âge de Périclès, qu'il estime en moyenne de 2 grades supérieurs aux Anglais. Une différence colossale. Et tout en bas de l'échelle, Tout en bas, il place les nègres, comme il les nomme, en utilisant les récits d'explorateurs et les préjugés de son temps, comme s'il s'agissait de données objectives. c'est là qu'il est absolument essentiel de rappeler le contexte, de présenter ses conclusions pour comprendre l'ensemble de sa pensée, sans jamais oublier qu'elles sont le produit des biais de son époque. Absolument. Dans son esprit, ce n'est pas de la haine, c'est de la science. Et c'est ça qui illustre parfaitement le danger de sa méthode. Une fois qu'on accepte de pouvoir quantifier la valeur humaine, on ouvre une boîte de Pandore. Donc pour résumer, on a un homme, Galton, qui, avec une rigueur inédite, essaye de prouver que le talent est inné. Il invente une méthode pour le mesurer, il utilise les statistiques, il analyse des centaines de familles. Et il nous laisse avec un héritage profondément double. D'un côté, c'est un pionnier. Sans lui, pas de psychométrie, pas de test de QI, pas d'étude des jumeaux. Il a ouvert des champs de recherche entiers. Et de l'autre, De l'autre, ses conclusions sur la possibilité d'améliorer l'espèce ont servi de fondation scientifique à l'idéologie eugéniste, avec les conséquences terribles qu'on connaît au XXe siècle. C'est cette tension qui rend son œuvre si importante et si dangereuse. c'est fascinant parce que ces questions, même posées dans des termes devenus inacceptables, n'ont pas disparu. Au contraire, aujourd'hui, avec la génétique, les débats sur l'amélioration humaine, On est en plein dedans. La question qu'il a soulevée il y a 150 ans est peut-être plus actuelle que jamais. et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite. Galton croyait avoir trouvé un moyen objectif d'identifier les meilleurs. On sait aujourd'hui que sa méthode était biaisée et ses conclusions désastreuses. La question qui reste, c'est donc comment une société peut-elle chercher à cultiver le talent et le potentiel de tous ses membres sans retomber dans le piège de vouloir mesurer et hiérarchiser la valeur intrinsèque des êtres humains. C'est peut-être le défi que l'ombre de Galton nous force encore à relever.